Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, dans à peine plus d'une semaine, l'année 2014 sera officiellement considérée comme l'année dernière. 12 mois particulièrement intenses en événements politiques, économiques et même sportifs. Première rétrospective dans ce journal. Il est le premier président de la Seconde République de Tunisie. Zoom sur Béji Caïd Essebsi, un chef d'État qui a déjà occupé plusieurs fois la fonction de ministre sous la présidence d'Habib Bourguiba pendant les années 60 et un farouche opposé au parti Ennahda. 4 millions de personnes seraient concernées au Cameroun. La lutte contre l'hypertension artérielle est devenue une préoccupation médicale nationale. Autre problème, les porteurs de cette maladie qui peut provoquer des arrêts cardiaques n'en sont pas toujours conscients. Plus de 200 lycéennes nigérianes dont on est toujours sans nouvelles. Une épidémie Ebola qui décime le continent. Un président burkinabé chassé du pouvoir sous la pression de la rue. L'année 2014 aurait été riche en actualités africaines. Mais 2014, c'est aussi la première élection libre en Tunisie. La désignation historique d'une femme à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Et l'Algérie qui se hisse pour la première fois en quart de finale de la Coupe du monde de football. Plusieurs avancées et encore de nombreux défis à relever, comme nous le précise Sally Ganem. L'année 2014 est l'année des défis pour le continent africain. La baisse des prix du baril de pétrole, la chute du secteur touristique, l'insécurité en constante progression ou encore les enjeux liés à l'agriculture. Le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone ont été confrontés à l'une des plus grosses épidémies de l'année, l'épidémie à virus hémorragique Ebola. Nous avons dû faire face à l'épidémie dévastatrice d'Ebola et le continent est depuis entièrement mobilisé pour y faire face. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, nous avons mis sur pied un partenariat inédit avec le secteur privé pour lever des fonds et même des citoyens ordinaires ont fait des dons à travers une campagne d'SMS. Ce soutien nous a permis de déployer du personnel médical dans les pays affectés. Nous remercions tous ceux qui se sont engagés dans ce combat et nous souhaitons beaucoup de courage aux populations des pays touchés afin qu'elles continuent à se battre. 2014, année électorale également pour le continent. L'Égypte, la Tunisie, la Mauritanie ou encore Madagascar ont organisé des scrutins majeurs. L'année 2015 devrait enregistrer un rythme plus soutenu de scrutins, notamment en Afrique de l'Ouest. En 2014, toutes les élections se sont déroulées sans encombre et cela grâce notamment à une grande mobilisation des électeurs. Nous nous préparons à faire face aux défis liés aux élections de 2015. Toutefois, nous sommes optimistes qu'avec l'aide des électeurs et des gouvernements, les processus électoraux se dérouleront sans heurts. Pour la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, la principale résolution de l'organisation pour l'année 2015 est la lutte contre le chômage avec un soutien accru apporté au secteur privé grâce à la mobilisation des moyens de la Fondation de l'Union africaine. 215$ au mois de juin, le prix du baril de pétrole oscille aujourd'hui autour de 60$. L'Algérie vient de tenir un conseil des ministres restreint. L'enjeu est capital. Les hydrocarbures représentent plus de 95% des exportations. Le ministre de l'Énergie, des Finances, de l'Industrie, du Budget était convié. La présidence s'est engagée à exclure toute remise en cause de la politique d'investissement public, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation, de la santé ou encore du logement. Fin de citation. L'heure est aux négociations au Gabon depuis lundi, un processus lancé pour apaiser les rivalités politiques exacerbées depuis samedi. Une manifestation interdite de l'opposition a dégénéré en affrontement entre forces de l'ordre et opposition et un étudiant n'a pas survécu. Les précisions d'Idlet Mirabel-Bissou. Au Gabon, le climat sociopolitique continue de se dégrader. Après les manifestations de l'opposition qui se sont soldées par un mort, plusieurs blessés et de nombreuses arrestations, l'opposition et le parti au pouvoir sont toujours à couteau tiré. Les derniers événements ont contribué à exacerber les divergences entre les deux camps. Les uns et les autres s'accusent d'être la source du malaise sociopolitique ambiant. Le peuple gabonais s'est aperçu que M. Ali Bongo est un tricheur. C'est sur ce point que nous voulions nous exprimer samedi dernier, mais son ministre de l'Intérieur a bien voulu interdire le meeting que nous voulions organiser.
Voilà un peu la situation dans laquelle se trouve notre pays. Les enquêtes liées à la manifestation du samedi 20 décembre sont en cours. Pour rassurer les populations et instaurer un climat politique paisible au Gabon, le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Bathily, a rencontré l'opposition et les membres du gouvernement lundi. Les autorités en place ont quant à elles réaffirmé leur attachement au dialogue. Le Gabon n'est pas un pays de violence, le Gabon est un pays de paix avec une tradition de dialogue. Et le dialogue politique, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est ouvert. Il discute avec son opposition, ceux qui acceptent de discuter et ceux qui le reconnaissent bien sûr comme président. Mais voyez-vous, 5 ans après son élection, il y a encore des gens au Gabon qui ne veulent pas reconnaître qu'Ali Bongo est président. Comment voulez-vous qu'ils discutent avec ces gens-là? Et ensuite, de quoi veulent-ils discuter ces opposants? Désormais, les regards sont tournés vers la présidentielle et les législatives de 2016. Ces échéances électorale suscite déjà des inquiétudes au sein de la population. La classe politique est invitée à faire prévaloir la paix et la concorde nationale. Frondeur anti-islamiste, compagnon de route du père de l'indépendance tunisienne et vainqueur des élections législatives de novembre, Béji Caïd Essebsi a été choisi par les Tunisiens pour diriger leur pays. Avec plus de 5,5% des voix et une majorité à l'Assemblée, le nouveau président tunisien de 88 ans bénéficie d'une assise confortable pour gouverner. Mais qu'est-ce qui anime véritablement le nouveau chef de l'État? Birama Saonera nous dresse son portrait. Plusieurs fois ministre sous Bourguiba, président du Parlement sous Ben Ali, le nouveau président tunisien a une longue et riche carrière politique. Suite à des divergences politiques et idéologiques, il rompt avec le régime Ben Ali en 1991 et s'éloigne de la politique. Il revient sur la scène politique en 2011, durant la révolution du Jasmin, comme premier ministre de la transition. Un passage qui lui a permis de bâtir sa notoriété. À la révolution tunisienne, il est venu en sauveur en définitive. Il est venu gérer une transition difficile après le départ de l'ancien Premier ministre Ranouchi. Il est venu gérer donc une transition et des élections qui ont été de l'avis de tout le monde, bien menées, bien gérées. Tout au long de la campagne présidentielle, cet ancien avocat a pu se poser un rassembleur. Aujourd'hui, Béji Caïd Essebsi fait figure de garant de la stabilité économique du pays. Le nouveau chef de l'État se présente aussi en homme providentiel. Notre objectif principal, c'est de maintenir la Tunisie comme un État du XXIe siècle et essayer de rattraper les États développés parce que nous avons un retard. L'objectif, c'est de répondre aux préoccupations des Tunisiens et aux exigences du moment. Réagir contre tout de même l'injustice dans laquelle nous vivons, le peu de liberté, la dignité, mais aussi pour des problèmes sociaux. La Tunisie a connu un chômage très important, surtout parmi les gens qui sont diplômés. Béji Caïd Essebsi revendique l'héritage du père de l'indépendance, Habib Bourguiba, une idéologie confrontée au conservatisme des islamistes. Par ailleurs, son parti, le Nida Tounes, est devenu en 2 ans la principale force d'opposition du pays. Aujourd'hui, Béji Caïd Essebsi promet de respecter la nouvelle constitution qui limite les pouvoirs du président de la République. Actuellement classé à la 178e place sur 189 pays, le Congo vise la 90e place du rapport Doing Business et assainir son climat des affaires. Pour cela, le pays veut lancer un plan d'action qui couvre 10 domaines de compétences comme la création d'entreprises, le commerce transfrontalier, le raccordement à l'électricité ou encore l'obtention de prêts financiers. Concrètement, le ministère de la Promotion et du secteur privé s'est engagé à faire passer le délai de création d'entreprise, par exemple, de 135 à 4 jours. Les cardiologues l'appellent le tueur silencieux et selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la 2e cause de mortalité après le paludisme dans les pays africains. L'hypertension artérielle, une augmentation trop forte de la pression du sang dans les artères, même quand le malade est au repos. Les causes sont multiples, alimentation trop riche, faible activité physique ou encore forte consommation d'alcool. Avec 35% de sa population adulte atteinte, le Cameroun fait partie des pays les plus touchés en Afrique subsaharienne. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. L'hypertension artérielle au Cameroun et en Afrique est devenue l'une des principales causes de mortalité chez les adultes selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'accident vasculaire cérébral AVC, qui est la forme de complication la plus fréquente de cette maladie, est responsable de nombreux décès et paralysies chaque année sur le continent. Avec environ 4 millions de personnes touchées, le Cameroun est l'un des pays africains les plus atteints.
Une situation préoccupante pour les spécialistes du cœur qui décrivent l'absence d'une politique gouvernementale pour faire reculer la maladie, qualifiée de tueur silencieux. L'hypertension reste encore un ennemi dangereux négligé. Un ennemi dangereux, public dangereux négligé. Je dirais même que c'est l'ennemi public numéro 1 dans notre pays aujourd'hui. Parce que c'est la maladie qui, après le paludisme, touche plus de 35% de la population adulte. Si vous prenez la population actuelle du Cameroun, vous prenez des gens âgés de 18 ans et plus, 35% au moins de cette population souffre d'hypertension. Mais la population n'en est pas consciente de la gravité. Parmi les actions urgentes à mener selon les médecins, figure en bonne place la sensibilisation contre la consommation excessive de sel. Celle-ci doit se faire auprès des populations et des industries agroalimentaires. La consommation de sel est tout à fait excessive. Pour un Congolais, un Camerounais, 4, 5, 6 grammes de sel devraient suffire. Or, nous en mangeons 10, 12 grammes. Et ceci est tout à fait délétère. C'est ça qui explique en grande partie l'hypertension artérielle et d'autres maladies non transmissibles. Donc, il s'agit là d'un problème important contre lequel nous devons nous liguer, contre lequel nous devons lutter. La prévalence de l'hypertension artérielle augmente de façon préoccupante en Afrique, notamment chez les femmes. D'importants efforts de prévention doivent être fournis par les divers États, au risque de voir le nombre de malades dépasser la barre des 150 millions en 2025, selon une projection faite par l'Organisation mondiale de la santé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.